bonjour et bienvenue à Patrick Henny, qui va nous parler d'un sujet important, ce qui se passe en Syrie. On a improvisé cette réunion en raison du passage de Patrick Henny, qui a bien voulu accepter, parce que bon, il est parmi les meilleurs spécialistes de la Syrie aujourd'hui. Il y est souvent, je crois, vous allez nous en parler. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Florence, et qui est un lieu important sur la réflexion sur la Méditerranée. Et donc, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va d'abord l'écouter pendant un temps, disons une demi-heure, quelque chose comme ça, présenter un peu toutes les questions que nous avons tous en tête. Et puis ensuite, écoutez, on fera un débat, vous poserez les questions que vous voulez sur ce sujet. Moi, j'en aurais 1000, mais je pense que vous avez aussi 1000 questions à poser. Donc, c'est pas la peine que nous perdons du temps à ce que je pose des questions que vous avez envie de poser, autant qu'ils nous répondent tout de suite, en nous cadrant un peu cette situation quand même un peu inattendue de cet effondrement du régime syrien, même si beaucoup pensaient que finalement, cette victoire de Assad n'en était pas une et qu'en réalité, il avait fondamentalement perdu. Mais je m'arrête là et je vous laisse la parole pour nous faire une présentation un peu globale de ce qui se passe en Syrie et de l'évolution à venir, tout si tant est qu'on peut essayer d'en esquisser quelques grandes lignes. Après ce qui s'est passé, je pense qu'on évitera de faire des prédictions parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien marché pour l'instant et peut-être tant mieux. Donc, je parle d'abord. Merci. Mes excuses pour le retard. Je suis le pire Suisse en matière de gestion du temps. Donc voilà, j'ai en plus réussi à me planter dans la sortie de la bouche de métro, ce qui explique mon retard. Donc d'abord, merci de m'accueillir aussi. Et écoutez, moi je vous suggère, essayons de faire peut-être une intervention un peu courte où je peux vous parler un petit peu de 2-3 éléments de retour de retour de terrain, comme on dit, et puis faire un petit point de situation rapide où moi je pense qu'il serait bien, c'est de revenir un petit peu comment est-ce qu'on peut expliquer la prise de Damas qui nous a tous surpris. Je pense qu'il y a un peu de stratégie militaire, je pense qu'il y a un peu de diplomatie de guerre, il y a un peu de chance. Et il y a certains éléments qui ont trait à la personnalité de Abu Mohamed al-Jolani lui-même. Et peut-être qu'après, on peut revenir sur des éléments sur le contexte actuel et les défis en cours qui sont nombreux dans un contexte où peut-être un peu rapidement, on parle déjà de nouveaux régimes, alors que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une équipe au pouvoir en train de se mettre en place. C'est très bancal, il y a beaucoup d'improvisation. Et tout est possible, y compris un scénario qui tourne mal. Ce ne sera pas le premier dans la région. Et peut-être faire un peu de géostratégie aussi. Ce n'est pas forcément mon fort, mais je pense qu'il y a des éléments intéressants. Alors peut-être si on commence par qu'est-ce qui a permis la chute de Bachar. Je ne parle pas vraiment de révolution, en fait, parce que il y a un processus de transformation radicale du régime qui est en cours, c'est sûr, mais c'est avant tout une victoire militaire. Jolani parlait, pas forcément à tort, de Blitzkrieg. Il se référait à 1940, en disant, voilà, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une opération qui a été préparée depuis relativement longtemps, mais qui a pu se débloquer de manière récente. Je viendrai comment. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une lecture très spécifique au leadership de HTS quand ils étaient encore à Idlib. Peut-être juste venir en vitesse là-dessus. Le HTS est d'abord un mouvement militaire, bien le rappeler. C'est pas un grand mouvement social comme peuvent être les frères musulmans, fortement implantés, etc. C'est un mouvement plutôt avant-gardiste au sens léniniste du terme. C'est des petits groupes qui étaient concentrés sur l'action armée. Ils ont glissé dans la gouvernance
En 2017, lorsqu'ils ont créé le gouvernement du salut, Houkoumat al-Anqaz, un peu malgré eux, au sens où leur projection utopique, c'était pas de réaliser l'utopie islamiste ou islamique à Idlib, c'était vraiment utiliser Idlib comme tremplin pour prendre Damas. Et ça, c'était l'objectif dès le départ, et ça a resté tout au long des différentes phases de transformation de HTS. Et là, sur ce plan-là, Jolani est complètement différent des Kurdes qui, dans le nord-est, eux, voient leur administration comme étant le lieu de réalisation de l'utopie. Donc, ils investissent dedans. Pour Jolani, c'est pas du tout le cas. C'est une espèce de gouvernement de gestion de crise. C'est le terme qu'il emploie, Houkoumat Idarat Azma. C'est quelque chose de provisoire. C'est une toute petite structure. Il y avait moins de 10 000 fonctionnaires pour un bassin de population de près de 2 millions, peut-être plus de personnes. Et Jolani était très prêt à déléguer en permanence ONG internationales, ONG locales, ONU, ça. Et donc, il y a un moment de bascule en 2020. La trêve se fait et Jolani, après avoir perdu énormément de territoire en 9 mois de bataille, qui était la plus grande bataille entre l'opposition et le régime. En 9 mois, l'opposition perd à peu près 40% du territoire. Et finalement, Jolani accepte la trêve qui a été scellée entre la Turquie et la Russie en disant il faut sauver ce qu'on peut encore sauver. Mais en faisant ça, il accepte les termes de la trêve et il va être forcé de s'adapter, c'est-à-dire défendre une trêve, contraindre les groupes djihadistes à la respecter, mais aussi aider à l'application des termes de la trêve, qui certains étaient durs. Il y avait des patrouilles mixtes turco-russes qui ont circulé à un moment, pas très longtemps, à l'intérieur du territoire occupé par les rebelles. Et autant dire, pour un djihadiste, d'empêcher d'autres groupes armés de faire le djihad, tout en facilitant des passages épisodiques de troupes ou de camions russes sur son territoire, c'était quelque chose qui se vendait assez mal en interne. Et il voyait le piège commencer à se tisser, une espèce de gazaïfication de Idlib, où il serait réduit à un rôle d'administrateur d'une petite poche sans portée stratégique, où la population est largement gérée par l'ONU pour aller vite. Et il n'était pas du tout à l'aise dans ce rôle-là, précisément parce que l'administration, la gestion des populations, c'est pas son truc. Lui voulait Damas. Et le Covid passe. Et ensuite, la première ligne de reprise de l'initiative militaire qu'il voit, c'est de s'imposer comme leader exclusif de l'ensemble de l'opposition à l'intérieur de la Syrie. Et donc, ce qu'il fait, au lieu de pousser vers le sud, vers Damas, il essaye d'abord de pousser vers le nord en reprenant le contrôle des autres territoires contrôlés par ce qui reste des factions de l'armée syrienne libre sous contrôle de la Turquie. Ce qui ne marche pas, ou mal, parce que la Turquie, elle, voyait les territoires de l'opposition comme divisés en 2 modèles. Quoi. Et entre les deux, ils voyaient un développement séparé. D'un côté, Idlib, une espèce de petite poche où ils acceptaient la domination de HTS, et ensuite le reste, où ils étaient beaucoup plus sur un rôle d'encadrement et d'intervention directe dans les affaires de gouvernance au quotidien, etc. Et l'idée de casser ce logique de développement parallèle pour voir Jolani, qui est quand même classé terroriste, reconnu comme tel par la Turquie, qui suit les classifications de l'ONU, un groupe armé qui n'est pas forcément le préféré de l'armée turque. Les affaires étrangères turques voyaient ça, avaient en gros la même vision de HTS qu'on pouvait l'entendre en l'Occident à l'époque. L'idée, c'était vraiment de faire du containment et de les maintenir là où ils étaient. Et donc, la Turquie repousse les tentatives de pousser vers le nord de HTS. Et en gros, en 2024, il y a un an, ils se retrouvent à nouveau enfermés là où ils voulaient, pas plus, mais pas seulement être.
Et il voit les développements stratégiques qui se passent dans la région. D'abord, la Turquie est toujours plus occupée par l'Ukraine et surtout, l'affaiblissement de l'axe de la résistance, Hezbollah, Iran, en résultat de la confrontation que Israël a entrepris à Gaza et ensuite au sud Liban et toujours plus au cours des mois en Syrie. Et pour lui, là, il y a une vraie opportunité. Et il décide de la jouer à partir de l'été 2024. Il dit c'est la possibilité de reprendre l'initiative militaire. La Turquie était plutôt opposée. La stratégie de la Turquie, c'était beaucoup plus de sanctuariser les zones de l'opposition par rapport à une déstabilisation toujours plus grande du Proche-Orient en conséquence de la confrontation entre l'axe de la résistance et Israël, pour faire court. Et ils n'étaient pas très chauds de voir une espèce de nouvel aventurisme, plus qu'un certain, mené par un personnage qui est un peu leur partenaire, mais définitivement pas un allié. Et finalement, au cours de l'été passé, 2024, Jolani commence à multiplier les testings. Pendant 2 mois, il va faire des mobilisations sur les lignes de front, il va envoyer une cantine de campagne là, susciter des rumeurs sur une bataille potentielle dans un autre endroit. Et il aura réussi pendant 2 mois à provoquer une espèce de mobilisation permanente du régime et des Russes de l'autre côté de la ligne de front. Et surtout, il les aura poussés à réagir de manière préventive. Et ça, c'est le moment de bascule. Ce qui était censé être des frappes de dissuasion de la part du régime sur les zones de Idlib contrôlées par Jolani, en fait, vont lui donner le prétexte pour dire on va faire une opération limitée, tester la résistance des lignes de front, d'où l'appellation de la campagne qui ira jusqu'à Damas, qui s'appelle Rad al-Udwan, donc repousser l'agression. Ils n'ont pas appelé leur opération Fatah Sham, ils auraient pu. Un accord se fait pour une opération limitée. Lui, il voyait beaucoup plus loin. Et finalement, il mobilise 9000 personnes pour la bataille de Alep. Les 5 lignes de défense autour de la ville tombent assez rapidement. Et finalement, ce qu'on a assez rapidement, c'est le modèle d'une reprise pas trop chaotique d'une ville énorme comme peut l'être Alep, et un peu à la surprise générale, parce qu'on a quand même vu, c'est d'une part l'ASL, l'armée syrienne libre, quand elle prenait des territoires, en général, ça allait avec une fragmentation, beaucoup de pillages, etc. Et là, autant qu'une bataille puisse être propre, il y a eu peu de pillages, les institutions publiques ont été préservées, les minorités chrétiens, mais les groupes ethniques, les Kurdes, décident de rester. Et finalement, Jolani continue directement, Hayat Tahrir al-Sham continue directement jusqu'à Damas. Une des questions qui s'est posée à ce moment-là, je vais juste 2-3 détails sur la bataille, parce qu'on a beaucoup parlé de la chute de Damas, mais pas nécessairement de beaucoup de détails sur comment s'est passée la campagne. Et il y a beaucoup de questions sur pourquoi les Russes n'ont pas réagi ou n'ont pas réagi plus que ça. Et il y a 2 raisons à ça. La première raison, elle est militaire. C'est que la Russie, notamment l'aviation russe, est pas très capable de réagir sur des batailles très mobiles, avec des objectifs multiples qui se déplacent relativement rapidement. La Russie en Syrie s'était habituée finalement à des fronts relativement fixes. Il y a une espèce de... Le conflit gelé qu'on a décrit, quitte à l'avoir contesté comme manière de décrire ce qui se passait en Syrie. On a eu une discussion là-dessus il y a quelques années. Je dirais, il a eu un impact sur les Russes. C'est que la manière de conduire la guerre, c'était beaucoup plus des fronts relativement stables, des opérations de représailles éventuellement, beaucoup plus qui n'auraient une capacité à mener très vite des opérations sur des fronts très mobiles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour éviter de subir des représailles fortes, HTS et leurs alliés, HTS n'était pas seul, vont faire
HTS va faire la bataille de Alep sur 6 fronts. 6 fronts mobiles en permanence. Dès qu'il prend la ville, il continue direction Hama. Hama tombe, il est déjà à Homs. Et en fait, la Russie a eu toujours un temps de retard sur la progression des rebelles. Ce qu'il faut ajouter, c'est que HTS n'était pas seul. HTS sont une force militaire estimée à peu près 12 à 14 000 combattants. Le nombre de combattants engagés sur l'ensemble de la bataille, sur les 11 jours qui ont mené à la prise de Damas, c'était à peu près 30 000 hommes. Donc en gros, HTS, c'était un peu moins entre le tiers et la moitié, quoi. Et ensuite, pendant la bataille, il y a aussi eu des messages qui ont été envoyés en direction de la Russie. Des messages clairs qui étaient de dire « nous avons un seul ennemi ». La prise de Damas ne signifiera pas forcément le départ de la Russie et nous n'attaquerons pas les bases russes sur la côte. Jolani a communiqué pendant la bataille de Homs là autour. Et finalement, à ce moment-là, et c'est vraiment la bataille de Homs qui va être le moment pivot, c'est le moment où la Russie se désengage. Et à partir de là, le régime commence à s'effondrer à Damas. Et ensuite, les troupes de HTS et leurs alliés prennent le pouvoir 2 jours après. Donc, de ce point de vue-là, ça a vraiment été un blitzkrieg. Les estimations de HTS, c'est à peu près 500 combattants dans leur rang qui ont été tués sur les 11 jours de la bataille, ce qui fait 40 hommes par jour. Pour la prise d'un pays, évidemment, c'est très peu. Alors, je pense qu'il y a 2 manières de lire, complémentaires, de lire ce succès et la réussite de ce blitzkrieg. La première a trait au régime lui-même, et la deuxième a trait aux transformations de l'HTS, sur lesquelles je vais peut-être me revenir un peu plus sur la suite. La bataille a été gagnée parce qu'il y a une stratégie militaire, mais aussi parce que le régime en face était extrêmement faible. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important de garder en tête, c'est qu'en fait, l'effondrement de l'État que le régime a mené de manière active tout au cours des 10 ans de confrontation, là où ceux qui, par réalisme politique en fait, cherchaient la réconciliation avec le régime depuis 2015-2016, on entendait cette petite musique de dire voilà, il faut préserver le régime pour préserver l'État, et qui est le seul moyen d'épargner l'effondrement du pays dans une situation de chaos. Et en fait, la logique qui s'est passée, c'est exactement l'inverse. C'est que le régime, en tant que régime, a détruit l'État de tas de manières différentes. Privatisation sauvage, le renforcement de milices à côté de l'armée, destruction du secteur public, etc. Et en fait, la destruction ou l'effondrement ou la situation de failed state, d'état failli, a forcément déteint également sur la capacité militaire de l'armée à résister. Parce qu'une armée n'existe pas séparée par rapport à l'État. Une armée, c'est une bureaucratie, c'est des chaînes de commandement, c'est des chaînes de communication, c'est des dépôts d'armes où il faut amener des armes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que tout ça a été complètement dysfonctionnel. On a très souvent interprété la chute par rapport au manque de motivation des soldats, c'est peut-être quelque chose, mais ce qu'il y a eu surtout, c'est que toute la bureaucratie militaire nécessaire à la conduite d'une confrontation armée, en fait, n'a pas fonctionné. Du coup, les gars sur les lignes de front tiraient ce qu'ils avaient. Et ensuite, il n'y avait plus rien. Et du coup, il n'y avait pas de réalimentation des stocks, il n'y avait pas de capacité de se redéployer. En plus, l'utilisation de l'aviation ne marchait pas pour les raisons qu'on a évoquées. Donc, le premier tableau de la prise de Damas, c'est la continuation de 10 ans d'effondrement de l'État. Mais là, je pense que le terme plus correct, c'est de dire
de destruction de l'État, ou on va dire d'affaiblissement de l'État, comme politique consciente du régime. C'est pas, il ne tombe pas de lui-même. Le deuxième tableau qui explique cette prise relativement rapide, c'est les transformations de HTS au cours des années qui ont précédé la bataille. Et alors ça, c'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup écrit, peut-être pas trop. On avait discuté de ça une fois ici il y a aussi quelques temps. Je ne vais peut-être pas trop revenir là-dessus, mais peut-être juste quelques éléments. HTS a fait en 7-8 ans un vrai recentrage idéologique. Peut-être le meilleur terme possible. Je veux dire, ils ne deviennent pas des modérés. On peut parler peut-être de déradicalisation, mais en gros, ils se réalignent sur une espèce de mainstream, de centrisme sunnite, musulman, conservateur, tel qu'on peut trouver à Idlib aujourd'hui. Mais ce qu'ils font, c'est beaucoup de ruptures. Ils coupent avec le djihad global, organisationnellement en 2016. Ils coupent avec les idéologues du djihad global par toute une série de pratiques de gestion du champ religieux, notamment l'adoption de l'école de jurisprudence Shafi'ite à Idlib pour éviter que des chers de l'étranger puissent s'appuyer et influencer les combattants. Ils se réconcilient avec le bas clergé des villes et villages sous leur contrôle, qui pouvaient être un peu tout. Je veux dire, certains pouvaient être un peu d'obédience salafiste, d'autres étaient plutôt soufis, d'autres n'étaient rien du tout, rien du tout, au sens idéologique de terme, mais pas forcément d'affiliation très claire. Mais en gros, HTS, contrairement à l'État islamique, qui, dès qu'il se territorialise, crée des institutions, commence à s'imposer par la force, et imposer une vision idéologique et une vision religieuse de force sur la population, HTS s'est toujours vu en phase de faiblesse en disant la paix sociale, c'est le pari stratégique. Il ne faut pas perdre les populations. Et ça vaut dans n'importe quel rapport de force qu'ils ont eu avec la population, des négociations sur l'imposition ou pas des impôts sur la collecte d'huile d'olive, aux protestations anti-Jolani qui ont traversé Idlib pendant près de 10 mois l'été passé et qui ont été gérées avec un niveau de coercition extrêmement peu élevé en normes locales, mais je dirais même, je ne suis pas français, en normes françaises par rapport à la situation des Gilets jaunes. Il y a eu quelques arrestations, les gens ont été très vite libérés, il y a eu des coups, évidemment, mais ça, on n'est pas du tout, on n'a pas embrayé sur une logique de répression forte. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que dans une situation de guerre, il ne peut pas s'allier la population. Et en fait, la dynamique qui s'est faite ensuite sur ce calcul politique-là, c'est du salafisme à l'envers. Alors que le salafisme veut par le haut s'imposer ou imposer sa vision sur une société qu'il jugeait ou qu'il va juger déviante, là, la dynamique qui se passe, mais de manière très lente et sur des années, c'est une dynamique exactement inverse de revanche de la société. C'est-à-dire c'est la société qui impose progressivement ses vues au mouvement, à la gestion du champ religieux. C'est le mouvement qui accepte d'abord les cheikhs qui sont sur place. Il va être très peu directif sur les sermons du vendredi. Le secteur éducatif va être largement laissé à des ONG, internationales, notamment britanniques, pour le coup, qui reprenaient les vieux curriculums de l'opposition basée à Istanbul. Donc en gros, c'est une administration qui est d'abord très légère en termes de nombre. Pour vous donner un point de comparaison, les Kurdes ont des gens qui sont les salariés du secteur public, incluant les militaires, les sécuritaires et les civils, on est à peu près 220 000 personnes. Pour un bassin de population de, on va dire, 3-4 millions. Personne n'a des chiffres très, très précis là-dessus. Pour une démographie un peu plus faible
de 2-3 millions à Idlib, mais qui est quand même conséquente. Je veux dire, la bureaucratie civile de HTS, c'est 8000 personnes. Donc rien, très faible. Donc forcément, ils sont forcés de déléguer énormément aux ONG, aux locaux, etc., à l'ONU. Et donc, c'est un mode de gouvernement qui est très peu prescriptif du point de vue idéologique et relativement peu pesant du point de vue politique, parce que l'objectif a toujours été ailleurs. Joulani ne voulait pas un modèle à la Hamas où il se fait enliser, on disait, dans une situation de ce qu'il voyait comme un piège, enfin, être réduit à diriger une petite poche sans grande importance dans le reste de la Syrie. Alors, sur le temps, Joulani a repris les mêmes et il recommence maintenant à Damas. Si on vient un tout petit peu sur la situation actuelle et sur les défis actuels, qui sont énormes. On avait dit que HTS, c'est pas les frères musulmans, c'est pas une organisation d'encadrement de masse, c'est pas un parti qui est implanté dans les classes moyennes, etc. Il y a un vrai problème de capacité. Les cercles de prise de décision sont extrêmement étroits. La capacité de s'appuyer sur des compétences classe moyenne, des gens qui ont une expérience de l'État ou même juste une compétence organisationnelle était déjà très limitée à Idlib. Les défis de la gouvernance sont démultipliés par 100 en arrivant à Damas. Du coup, qu'est-ce que fait Joulani? De manière assez prévisible, il prend le pouvoir beaucoup plus rapidement que prévu. Personne n'avait prévu la prise de Damas aussi rapidement, même pas Joulani lui-même. Mais ensuite, il voit bien l'incertitude. Tout à coup, il se retrouve à la tête d'un pays. Sa force armée est forcée de faire de la police à Damas, à régler l'émergence de foyers d'insurrection sur la côte. Ils sont face à une dynamique lente de reconstitution d'un milieu révolutionnaire armé. On pourra reparler de ça un peu partout en Syrie. Les caisses de la Banque centrale sont vides et l'État islamique n'est pas loin. Il est, en tout cas, là et semble plus que là. Et de manière assez logique, Joulani s'appuie sur les hommes de confiance et reconstitue en gros à Damas une espèce de SSJ, le gouvernement du salut bis, tel qu'il avait pratiqué à Idlib. Et on a une vraie dynamique d'importation d'un modèle idlibi, si on veut, à Damas. Ça vaut pour le gouvernement. On a pris largement souvent les mêmes figures de celles qui étaient à Idlib. Ça vaut aussi pour le syndicat, ou le syndicat des avocats, le syndicat central des avocats. On a simplement pris la structure du syndicat provincial départemental de Idlib, on l'a mis au centre, ce qui donne aux urbains, aux bourgeoisies de Alep, dont le cauchemar a toujours été de se faire diriger par les gens d'Idlib, et à ceux de Damas, le sentiment d'une double imposition. Imposition idéologique d'un truc qui a quand même une grosse optique islamiste, si vous voulez, mais aussi une imposition de classe. Je veux dire, c'est la victoire des provinciaux. Hein. Un peu comme, d'ailleurs, quand le Baas a pris le pouvoir, de la même manière, c'était la victoire d'une des périphéries. Hein, on va dire ça comme ça. Donc le premier défi qui existe actuellement, c'est comment est-ce qu'une équipe extrêmement limitée, constituée sur le tard, dans un territoire très précis, Idlib, sans qu'il y ait un énorme intérêt sur la question de la gouvernance, le leadership était concentré sur la question militaire, comment ça se transpose à Damas? Évidemment, ça se transpose mal. Au sens, les défis sont nombreux. Et maintenant, on a deux dynamiques.
en train de se constituer. Première dynamique, c'est la consolidation du pouvoir par effet de capillarité. On va chercher dans les réseaux, dans les carnets d'adresses de ceux qu'on connaît, le ministre de la Défense va chercher ceux qui étaient avec lui, qui vont chercher ceux avec lui, etc. Et par extension, une logique de réseau, beaucoup plus qu'une logique directe d'imposition idéologique, fait que, voilà, à Damas, on a l'impression que c'est Edleb qui s'est importé dans la ville, et ça passe pas forcément très bien. L'autre dynamique, c'est la transition. Et là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas encore une politique très claire de la transition. Alors, il y a des grands... certains thèmes et lignes rouges sont mis en avant. Hein. Éviter de reproduire le modèle de la muhassasa libanaise, des quotas ethniques ou confessionnels ou régionaux libanais. Éviter d'être trop dans un modèle irakien de débassification à marche forcée. Mais après, comment est-ce qu'on calibre la nécessité de s'entendre un minimum avec les hommes de l'ancien régime sans leur donner la possibilité ensuite de reprendre le pouvoir de l'intérieur face au problème inverse de trop les exclure et ensuite ils se retournent contre les nouvelles autorités à Damas. Pour l'instant, alors j'y étais il y a 10 jours et c'est vrai que les choses changent tellement vite que je pense qu'il y aura besoin d'une mise à jour de ce que je dis maintenant. Mais en tout cas, il y a 10 jours, j'avais l'impression qu'il y avait énormément d'improvisation. Hein, et qu'en fait, la consolidation du pouvoir en train de se faire semble être quand même la dominante. Et on voyait deux choses, la capillarité, les réseaux qui fonctionnent, on va chercher ceux qu'on connaît. Et puis ensuite, beaucoup de clientélisme, de deals avec certaines élites étatistes, certains gars de l'Ancien Régime pour gérer la situation sur la côte, des recherches d'entente avec les hommes d'affaires, avec les minorités. Enfin, il y a beaucoup de contacts qui ont été pris, pas forcément de politique très claire sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc je pense énormément d'incertitudes. Et si on vient juste une seconde sur le terrain sécuritaire, et après je mentionne un tout petit peu la question des Kurdes, parce qu'elle est quand même, elle est quand même importante. Sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de défis. Et sans priorité, il y a la question d'une résurgence, d'une aile dure dans le mouvement alors qui est évidemment très visible. On a vu maintenant les premières arrestations se faire dans les jours, ces derniers jours. Mais l'ancienne politique que HTS avait par rapport aux étrangers sur place, le Muhajirin, qui était une politique qui mélangeait alors suivi sécuritaire pour Al-Qaïda et l'État islamique, containment, pression, arrestation parfois, cooptation, ça dépend, avec les autres, qui a permis de mettre tout le vieux viatique internationaliste, djihadiste, en quelque sorte, sous pression. Cette politique va être beaucoup plus difficile à tenir dans un contexte où la prise de Damas a non seulement ouvert les prisons, a cassé des anciennes structures de contrôle relativement limitées sur Idlib, a ouvert le champ religieux. Les mosquées sont des lieux d'intense mobilisation, pas toujours très contrôlés. Et comment est-ce que ce viatique va se reconstituer? Ça, je pense que la question est ouverte. Moi, j'ai pas de réponse, mais je pense qu'elle attend une politique. Et que cette politique, ce qu'on voit se jouer sur les tout derniers jours, c'est quand même une politique de remise sous pression et d'arrestation. Notamment, et je viendrai encore sur ce point-là, sous pression des États de la région, qui évidemment sont hyper inquiets de voir des Jordaniens, des Égyptiens, avec des passés parfois lourds, être officiellement nommés
dans les structures officielles de l'État. Et alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît, qui est passé beaucoup, enfin, qui a beaucoup moins retenu l'attention des médias, c'est la remobilisation. On va faire fonctionner ça par contraste. Par opposition aux internationalistes radicaux, je pense qu'il y a un même problème symétrique, qui ne se pose pas dans les mêmes termes, avec les locaux pas radicaux. Ça, on ne fait pas des modérés. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce vieux milieu révolutionnaire, ex-armée syrienne libre, qui, pour les uns, était exilé en Europe ou en Turquie, pour les autres, était combattant dans les structures de l'ASL sous patronage turc au nord de Alep, ou tout simplement était en tant que civil dans les zones de l'opposition. La tendance maintenant, c'est tout le monde, en tout cas un nombre conséquent de personnes avec une expérience militaire et des armes, rentrent chez eux. Mais ils rentrent chez eux comment? Ils rentrent chez eux avec leurs proches. Les proches, ça peut être les gens du même village, ça peut être une structure clanique, ça peut être des anciens compagnons d'armes, c'est pas forcément très idéologique. Ils vont, d'un côté, reconnaître l'autorité de Damas et exprimer leur joie du changement en cours. Et ensuite, à côté de ça, ils vont exprimer des appétits sur les enjeux locaux. Ça peut être des puits de pétrole à côté du village, ça peut être une place dans les réseaux de contrebande, ça peut être des prises de ce qui reste à prendre dans les maisons où personne n'est encore revenu. Enfin, en gros, ce qu'on voit, c'est ce retour d'un milieu révolutionnaire pourra, à mon avis, très vite, parce que ça s'est toujours fait comme ça avant, engendrer une espèce de criminalisation par le bas. Et là aussi, HTS, avec un nombre relativement limité de combattants, comment est-ce qu'il fait pour reprojeter de l'autorité à l'échelon d'un pays? C'est compliqué. Il y a un bon exemple, il est un peu paroxystique, mais c'est pas mal de le mentionner. C'est la petite ville de Ma'aden, au sud-ouest de Raqqa. C'est une ville qui est donc elle est au sud de l'Euphrate. Elle était tenue par le régime jusqu'au 8 décembre. Quand le régime se retire, comme dans beaucoup d'autres zones de repli du régime, avec une contiguïté force syrienne démocratique kurde, c'est les FDS qui en premier entrent et prennent le contrôle de la ville. Ça se passe pas très bien. Les locaux, les Arabes, plutôt le regard sur Damas que sur Qamishli ou Hasakeh. Et du coup, les SDF sont repoussés par un groupe de locaux. Mais ce groupe de locaux, c'est qui? C'est les anciens en armes du régime, pas forcément très populaires chez eux. Et ils commencent à faire pression sur les autres, à piller un peu, etc. Du coup, il y a une deuxième prise de contrôle de la ville par un deuxième groupe d'hommes armés, toujours de la ville, qui renverse le premier et qui sont encore plus prévaricateurs sur les civils que les premiers. Finalement, la population demande à HTS d'intervenir. HTS viendra. Depuis Deir ez-Zor, ils sont présents, non, très peu nombreux, arrivent avec l'autorité du centre à restaurer un peu l'autorité, ne peuvent pas rester. Et in fine, ça va être un groupe d'une faction de l'Est, Ahrar al-Sharqiya, qui va rentrer depuis le nord d'Alep et reprendre contrôle de la ville, tout en continuant la pression sur la population. Donc en gros, sur moins de 3 semaines, on a eu régime, kurde, Shabiha 1, donc les gens pro-régime, ex-pro-régime, Shabiha 2, HTS et ce groupe, c'est même pas le groupe, des gens qui étaient avant avec ce groupe qui s'appelle Ahrar al-Sharqiya. Ce que je veux dire, ça c'est vraiment du micro-carottage. Mais il y a 2 solutions par rapport à ça. Soit il y a une campagne massive de recrutement que HTS fait dans un contexte où, dans tout ce qui est police et sécuritaire, il y a une énorme réticence à s'appuyer sur les anciens, et une énorme campagne de recrutement, ça veut dire également un budget pour ça, dans un contexte où
les caisses sont plutôt avides et que les aides étrangères se font attendre. Il y a beaucoup de promesses, notamment qatari, mais ça prend du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ce deuxième risque sécuritaire, en gros, reconstitution d'un milieu révolutionnaire fragmenté, prompt à la criminalisation, peut être un vrai enjeu en termes de reconstitution de l'État, même s'il n'est pas très visible et même s'il n'y a pas de quoi avoir de grande peur parce que ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des internationaux, etc. Ça, c'est le deuxième grand enjeu. Troisième énorme défi, il est purement économique. C'est que comment est-ce que un nouveau régime renfloue les caisses de l'État dans un contexte où il n'aura pas accès au pétrole du Nord-Est qui est sous contrôle des Kurdes. Et même s'il en a accès à un moment donné, ou supposons qu'il y a un deal avec les Kurdes, ce qui n'est pas impossible, on n'en est pas là, mais ce qui n'est pas impossible, les revenus du pétrole provenaient principalement de la vente de ce pétrole par les Kurdes au régime, c'est-à-dire à Damas. Donc du coup, maintenant, la capacité d'extraire des ressources de la vente de pétrole chute de manière considérable avec la chute du régime. La vente du pétrole kurde, c'était côté du régime, côté des zones de l'opposition, notamment Idlib contrôlée par HTS, et un peu, de manière beaucoup moins importante, vers le nord de l'Irak, dans les zones du Kurdistan irakien. Donc, en fait, la seule source de revenus pour l'État sur la base d'un accord pour l'instant inexistant entre Damas et les Kurdes serait la vente en contrebande de ce pétrole au Kurdistan irakien et qui doit représenter, je pense, moins de 20% des revenus du Nord-Est. Donc, les ressources du sous-sol ne sont pas immédiatement mobilisables. En plus, les sanctions rendent l'accès aux marchés internationaux problématique. Les aides internationales, pour l'instant, c'est plus compliqué, plus lent que prévu. Ce sera sans doute plutôt des aides arabes. Et on risque de se retrouver dans une situation... Ah oui, les revenus de la narcotisation de l'économie que le régime avait progressivement mis en place depuis 5-6 ans. Là aussi, on voit mal les nouvelles autorités chercher à la fois à conserver le narcotrafic d'un côté et s'ouvrir sur les États régionaux. Il faudra faire des choix. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'économie politique, c'est un énorme défi et je ne pense pas qu'il y ait encore de réponse actuelle. Troisième défi, c'est comment penser la transition. Alors, on a parlé de ce qui se passe de facto maintenant, c'est la consolidation d'une autorité de facto. Et un petit groupe qui progressivement, par capillarité, par cooptation, s'étend et gère les défis les plus urgents du moment, notamment la situation sécuritaire dans la côte. OK. Mais et ensuite, comment penser la transition? Alors, tous les États, mais tous, voilà, y compris l'Arabie Saoudite, sont venus avec les grands slogans. L'inclusiveness, en Arabie Saoudite un peu moins sur le gender, les Allemands ont bien parlé de gender, et donc les nouveaux dirigeants ont bien reçu la leçon. Mais une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? L'Assemblée, ce qu'ils appellent Mu'tamar al-Watani, la conférence nationale, qui la forme? Comment est-ce qu'elle se forme? Qui va en être membre? Qui va les choisir? Pour l'instant, ça reste relativement flou, mais encore une fois, je parle sur des informations un peu datées. Peut-être c'est un peu plus clair aujourd'hui. En tout cas, il y a une dizaine de jours, c'était relativement flou. Et ce qu'on voit aussi, c'est autant HTS, quand ils étaient aux commandes à Idlib, totalement encapsulés à la fois géographiquement, mais aussi par les sanctions, les listings terroristes, etc. La volonté de sourire était réelle.
Maintenant, la dynamique s'est quand même considérablement inversée. Maintenant, c'est une espèce de course contre la montre pour le rendez-vous avec les autorités. Et dans ce contexte-là, ce qu'on va aussi se réaffirmer, c'est quand même une posture beaucoup plus nationaliste, peut-être. En tout cas, le leadership veut garder le contrôle de la transition. D'où les discussions difficiles avec l'ONU, parce qu'on a deux perspectives très différentes. La perspective onusienne, c'est de dire, voilà, nous avons la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Tout le monde a des sacrés dans la vie. On a la résolution 2254 et il faut relire la résolution 2254 et puis ensuite, dans ce cadre-là, on va penser la transition en la mettant en quelque sorte sous le parapluie onusien. Et face à ça, les nouveaux dirigeants disent mais qu'est-ce que c'est la 2254 ? Ça parle de transition pacifique pouvoir. Nous avons fait une transition pacifique, il y a peu de morts. Ça parle du retour des réfugiés. Les réfugiés sont déjà en train de rentrer. Pas toujours très vrai. Il y a beaucoup de Syriens qui viennent regarder, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de vague, pour l'instant, de grandes vagues de retour. La 2254 parle de la libération des prisonniers. Tout le monde est dehors. Du coup, la 2254 est réalisée. Et ce qu'on va faire, c'est vrai, on va faire un processus qui sera porté par les Syriens. Donc, on voit qu'il y a une espèce de... Je pense qu'il y aura des ententes, mais une espèce de dissonance cognitive entre une perspective onusienne qui va dire on va mettre ça sous l'ONU, et les Syriens qui disent, enfin les autorités syriennes qui disent c'est nous qui allons piloter, et l'ONU sera bienvenue pour nous aider, se charger de la reconstruction, l'aide humanitaire, et éventuellement nous donner de l'expertise. Enfin, d'un côté, c'est de l'autre côté, politiser la transition sous l'ONU, et du côté de Damas, dire on dépolitise tout en les acceptant. Bon, c'est des positions qui existent. Après, tout le monde est un peu pragmatique, donc je pense qu'il y aura des solutions. Mais ce n'est pas encore le cas. Après, juste une note d'optimisme, parce que quand même, l'optimisme vient peut-être plus du niveau international ou régional qu'il viendrait du niveau local, où on a vu que les défis sont énormes et nombreux. Ce qu'on a vu, une des logiques qui a systématiquement fait capoter les processus de transition en 2011-2012, c'était la polarisation régionale extrêmement forte entre, d'un côté, un axe islamiste, pro-frères musulmans, qatari, turc, d'un côté, et puis un axe qui s'opposait à ça, axe révolutionnaire, axe contre-révolutionnaire, comme on disait à l'époque. L'axe contre-révolutionnaire étant Arabie Saoudite, Égypte, armée au pluriel, et les Émirats. Et ce qu'on voit, c'est que cette polarisation marche plus du tout dans les mêmes termes. Bien sûr que la Turquie et le Qatar sont ceux qui sont le plus en appui aux nouvelles autorités à Damas actuellement, mais ils ne sont plus dans les mêmes termes qu'ils soutenaient les transformations politiques il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il n'y a plus une espèce d'international frériste, en quelque sorte, aux commandes. Le Qatar est dans la normalisation avec les pays du Golfe. Il a pris acte du fait que l'ancienne politique doit être considérablement amendée. La Coupe du Monde a vraiment été un moment de bascule, de normalisation à l'international. On va beaucoup plus chercher du soft power, etc. Et la Turquie, pour moi, me semble être beaucoup plus une logique d'influence finalement assez ordinaire dans l'État-nation qui voit une opportunité chez un voisin, beaucoup plus qu'elle serait motivée par une posture idéologique et un agenda idéologique très clair et très constitué. Et en face, ce qu'on voit aussi, et ça c'est peut-être la meilleure surprise, c'est la position saoudienne. C'est-à-dire, la position saoudienne, c'est de dire on ne va pas laisser, ils ne disent pas comme ça, mais
il faut être présent avec les autres. On ne va pas laisser le champ libre à d'autres acteurs de la région. Il faut être présent en Syrie. Il faut appuyer et influencer les autorités en place, mais il faut les soutenir. Et les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui ne sont pas ou plus animés par les mêmes perspectives idéologiques et politiques qu'ils pouvaient l'être en 2012 et en 2013. Ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. Les Égyptiens, les Jordaniens, qui pourraient être un peu dans ce camp anti-islam politique ou anti-frères musulmans. La Jordanie, d'abord, ils ont des peurs croisées qui s'annulent un peu mutuellement. Ou plutôt, ils font des hiérarchies de leurs préoccupations. Première préoccupation, c'est la peur du chaos. Qu'on ait un effondrement de l'ordre étatique en Syrie, encore une vague de réfugiés, continuation de la narcotisation de l'économie de contrebande à leurs frontières. Donc il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a la peur de la percolation idéologique ou de l'effet domino islam politique à Damas. Ça dopera les frères musulmans en Jordanie qui pourront être un problème à terme. Et l'impression que j'ai, c'est que la première peur, la peur du chaos, l'emporte largement chez les Jordaniens sur la seconde, la peur de la contagion islamiste, si vous voulez. Ce qui fait que quelque part aussi, dans le camp des candidats potentiels à une déstabilisation active, l'Arabie Saoudite n'est pas dans le jeu, la Jordanie fait ses priorités, les Émirats sont plutôt dans l'attente et dans l'expectative, évidemment ils ne sont pas contents, et les Égyptiens, c'est un peu pareil. Ils n'aiment pas l'islam politique, mais après, quelle est l'alternative aujourd'hui? Donc l'idée un peu dans la région, c'est beaucoup plus d'influencer, faire pression, réorienter, avoir du leverage, comme disent les Anglais, plutôt que de s'astreindre de manière active et proactive à faire, encore une fois, du changement de régime en Syrie. Donc, quelque part, le champ régional, mais international aussi, est plutôt dans une logique d'accompagnement prudent avec plein de craintes et des préoccupations plutôt que de rejet de la transition en cours. Alors, je m'arrête là. On oublie les Kurdes. Si on parle des Kurdes, on peut le faire dans la discussion. Oui, on peut le lancer dans la discussion, je pense, parce que ça, c'est un sujet important, mais ça va forcément venir. Ça ne vient pas, c'est moi qui la poserai. Parfait. Mais je pense que c'est important parce qu'il nous reste une demi-heure, donc qui est quelques questions dans la salle ou bien en ligne. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, alors, allons-y. Qui veut bien, qui a envie de poser une question? Allez-y. Prenez le micro, évidemment. Des questions courtes, si possible, on a que... Mais très court, donc je me présente. Mon nom, c'est Azim El-Difraoui, je suis politologue. Entre autres, je travaillais beaucoup sur le djihadisme. Donc, on n'a pas parlé de Daesh, de la capacité de déstabilisation de Daesh et, par exemple, le chaos qu'ils ont réussi à s'aimer en Irak directement. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Et deuxième mini-question, imaginons, mais c'est qu'on ne veut pas imaginer, la mort de Giuliani. Okay. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que HTS est capable de remplacer? Ok. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions, comme ça, on pourrait faire une synthèse. Deuxième question. Question en ligne. En ligne. Quelle est la sociologie des combattants de HTS, nombre, moyenne d'âge, origine, niveau d'instruction? En regardant les différents reportages des journalistes devant la chute du régime, j'ai l'impression que les combattants syriens sont très jeunes.
Puis une troisième question. Il y a une autre Je question. vous suggère une question sur les Kurdes, comme ça on avancera. Allez-y, madame. C'est pas sur les Kurdes, mais effectivement, c'est intéressant. Quelles répercussions pour l'Iran? Il y a 3 questions, je pense que c'est déjà un bon début. Très bien. Je vous laisse la parole. Je vais peut-être commencer par l'international, comme ça on continue. Oui, bien sûr. Puis ensuite on revient aux questions locales et aux questions de sociologie. C'est très bien. Alors, le mantra de Jolani, c'est mettre à zéro le compteur des tensions avec la région. Hein, et sa ligne par rapport à l'ensemble des États de la région, c'est pas d'exportation de la révolution. Ça, c'est pour assurer les États arabes sunnites de la région. Mais c'est aussi un message clair aux frères musulmans qui n'aiment pas du tout. C'est des concurrents. Deuxième mise à zéro, c'est on ne laissera pas des acteurs, organisations non syriennes mener des agendas spécifiques de la Syrie sur les États de la région. Donc, pas de capacité pour les Palestiniens de mener des opérations depuis la Syrie, mais de la même manière, pas de capacité pour les Kurdes de mener des opérations contre la Turquie. Après, Jolani, il est dans une logique de sortie des axes, quoi. L'ancien axe de la résistance, voilà, la Syrie n'en fera plus partie. Mais est-ce qu'une politique désaxée, en quelque sorte, au même sens littéral du terme, est tenable dans la région à long terme? Ça, je pense qu'on verra. Mais ce qui est clair, c'est que l'Iran, les groupes pro-iraniens en Irak et le Hezbollah ont perdu, avec le régime de Bachar al-Assad, un allié stratégique hyper important. Et ils pensent qu'ils l'ont perdu depuis longtemps. La dégradation de la relation entre eux et le régime de Bachar commence depuis un peu plus d'1 an. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font avec le nouvel homme fort à Damas. Homme fort, s'il disparaît, je pense que comme dans toute logique d'homme fort, ça risque de créer des bouleversements assez conséquents, vu que le cercle de décision, enfin, le groupe de personnes, je profite pour répondre à la deuxième question, le groupe de personnes qui prennent les décisions stratégiques à l'intérieur de HTS avant et maintenant à Damas, c'est un groupe extrêmement restreint de personnes. Et in fine, c'est Jolani qui fait l'arbitre. Donc c'est hyper centralisé et pour l'instant, il n'y a pas d'institutionnalisation ni de délégation de pouvoir. Donc oui, si une des personnes disparaît, ce sera des problèmes conséquents. Donc pour l'Iran, la question, c'est est-ce qu'ils veulent s'en faire un ennemi ou laisser passer le temps et se dire qu'à un moment donné, la contradiction principale dans la région, comme on disait à l'époque, encore une fois, avec Israël, ne pourrait pas permettre de retisser des ponts à terme entre un islam militant chiite d'un côté, un islam militant sunnite de l'autre côté, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on va aller à une confrontation entre les deux? Et je pense entre les deux options possibles, sectarianisation d'un côté ou alliance sacrée face à Israël, je crois que l'Iran et ses alliés n'ont pas encore décidé. Donc ils sont un peu comme tout le monde, ils suivent et ils regardent et ils attendent de voir comment Damas va se positionner. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de grandes alliances et qu'il reste l'axe de la résistance, l'Iran et les groupes qui lui sont proches sont évidemment les perdants. Et
Et la nouvelle équipe à Damas ne va pas prendre le risque, à mon avis, hein, de durcir le ton par rapport à Israël, parce qu'ils ont tout simplement trop à perdre. Donc moi, je pense que c'est une perte durable d'un acteur central dans le dispositif de la résistance, et je pense qu'ils survivront sans doute, mais sans doute pendant longtemps sans la Syrie. Sur la question de l'État islamique, alors, pour l'instant, l'État islamique n'a pas été directement de retour sur la scène. Hein. On aurait pu s'attendre à ce que ça vienne plus vite, notamment dans l'Est de la Syrie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les opérateurs anti-État islamique, en quelque sorte, ou les acteurs anti-État islamique sont nombreux et ont pu profiter aussi de la chute du régime. Notamment, les Américains ont une utilisation beaucoup plus libre de l'espace aérien qu'ils ne l'avaient, vu qu'ils sont plus tenus par les accords de déconfliction avec les Russes, ce qui leur donne une marge de manœuvre relativement conséquente. On les a vus également s'appuyer beaucoup plus sur leur base et leurs alliés à Tanf, et les Kurdes, pour les mentionner enfin. Les Kurdes sont toujours là dans la contre-insurrection, dans les dernières poches de présence résiduelle de l'État islamique au sud-est de Deir ez-Zor. Et quant à Hayat Tahrir al-Sham, HTS, maintenant les nouvelles autorités à Damas, je veux dire, ils ont un dispositif sécuritaire qui marchait assez bien à Idlib. Je veux dire, l'État islamique, il le connaissait bien, la traque des réseaux fonctionnait de manière plutôt efficace. Après, comment est-ce que ça peut perdurer maintenant qu'ils ont pris la tête du pays? À mon avis, ça va forcément être beaucoup plus faible et plus compliqué. Et moi, je pense qu'on va assister à une résurgence de l'État islamique. Je pense que c'est un peu une question de temps. Et je pense que la question, ça va être où? Est-ce que ça va être une espèce de consolidation là où ils étaient un peu présents, comme dans le sud-est, par exemple? Est-ce que si la situation se détériore dans les zones contrôlées par les FDS, par les Kurdes, ce sera par là? Est-ce que ce sera des attentats à Damas? Je pense que tout est un peu possible et que là, on spécule pour l'instant. Sur la question de la sociologie des combattants, je pense que les mutations qui se sont faites au cours des dernières années sont des mutations de profondeur. Du temps de Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nusra, donc la phase HTS à ses débuts, c'était un mouvement relativement élitiste qui fonctionnait dans des très petits groupes, avec des gens parfois relativement éduqués. On peut être éduqué et radical. Hein. Et c'était vraiment une logique avant-gardiste d'un groupe très léniniste dans cette perspective-là. Clandestinité, structuration extrêmement forte, vision idéologique très forte. Après, ils se sont un peu étendus. Et pendant la grande bataille, qui est vraiment un moment de pivot, entre avril 2019 et mars 2020, il y a eu une vraie saignée dans les combattants de HTS qui fait suite à toutes les défections qui ont précédé. Défections quand l'État islamique a été créé, défections quand HTS coupe les liens avec Al-Qaïda, que Al-Qaïda se reforme comme groupe séparé sous l'appellation de Khurass ad-Din, marginalisation de certains des internationaux. Et en parallèle à ça, depuis 2020, il y a un grand processus de recrutement qui se fait, mais à Idlib même. Et qui les rejoint à Idlib même? C'est les gars du coin.
c'est les gars dans leur village, c'est les gars qui sont plus dans une grande vision idéologique. Ce qu'ils veulent, leur objectif, c'est éviter que le régime revienne. Et à partir de ce moment-là, ce que HTS a dû faire, c'est réviser à la baisse, pas forcément le taux de radicalité, un peu aussi, mais surtout, il a fallu hyper simplifier les manuels de formation dans ce qui s'appelle Dawrat Sharaï, pour que ce soit audible par des gars qui devenaient des fils des villages du coin, pas forcément très éduqués, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment impacté sur ce qu'on discutait tout au début, c'est la dimension de classe de la prise de Damas. Je veux dire, les élites damascènes voient ça comme la victoire d'une espèce de lumpen djihadisme des provinces qui débarquent chez eux, quoi. Et c'est des trucs, on se voit. Si vous vous baladez à Damas, vous aviez les groupes de la bourgeoisie damascène qui sont là, qui font des manifs de femmes, très souvent d'ailleurs, appelant à un État laïque, etc. Puis à côté de ça, vous avez des jeunes gars, alors oui, très jeunes, très souvent, forcément, c'est une nouvelle recrue, longue barbe, etc., mais plutôt profil conservateur, pas forcément salafiste, qui vont aller là avec certains arborant le drapeau du tawhid islamique ou islamiste. Et cette dimension de classe, en fait, je pense que c'est vraiment important de la garder en tête parce qu'elle va fortement impacter la capacité des nouvelles autorités à prendre langue avec ceux qui savent gérer un État. Les bourgeoisies locales, les élites de l'État, etc. Et encore une fois, cette dimension de classe, elle est aussi liée à ce qu'on disait tout au début, c'est que c'est un mouvement armé qui prend le pouvoir, et qui prend le pouvoir par les armes. Et on n'est plus dans le même profil de la révolution de 2011-2012, où on avait une participation très très large dans le mouvement de protestation, très large, mais aussi qui montait assez haut. Quand ça se militarise, c'est-à-dire la participation des élites, évidemment, diminue. Et donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose il y a des mutations profondes des combattants, et je pense que c'est une mutation qui reflète aussi une certaine base du mouvement, qui va impacter par extension sur les modes de comment est-ce que les élites, enfin les nouvelles équipes dirigeantes vont se reconnecter avec les élites locales, urbaines, à Damas, à Alep et ailleurs. Est-ce que Goulani est d'une certaine façon pas lui-même le produit d'une bourgeoisie damascène? Si. Très proche, donc il comprend peut-être. La question, c'est avec qui il est. Alors, lui c'est pas de la grande bourgeoisie damascène. Hein. C'est Mazé, c'est... oui. Mais après, je veux dire, ça, c'est Joulani. Il y a quelques damascènes autour de lui. Mais pour le reste, je veux dire, l'équipe dirigeante est le produit d'une expérience à Idlib. Alors, ce qu'il faut nuancer un tout petit peu, c'est aussi qu'il a... Maintenant, il y a... Sur le mode de la dérision, à Damas, parfois on parle de Adlabat al-Sawla, de la idlibisation de la révolution. C'est un peu vrai, mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que Idlib, en 2024, ce n'est pas seulement une province, c'est aussi une population qui a été énormément brassée par les déplacements provoqués par la guerre, aussi par beaucoup de brassages, de déplacements de Damas vers Idlib. Donc, l'expérience de Idlib, ce n'est pas forcément uniquement une expérience de gens de Idlib. C'était un peu plus mixte que ça, pour nuancer un petit peu ce que je dis. On reprend un tout petit quart d'heure. On peut prendre 2 questions, 3 questions. Qui veut s'exprimer? On doit s'arrêter pour être à optimiste. 16 heures. Pour être optimiste, la démocratisation, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir lieu par le bas, par la société civile? Parce que dernièrement, on a vu quand même que le programme scolaire, au niveau des programmes scolaires ont été contestés, au niveau de la mixité aussi dans les écoles. Il y a eu des femmes qui ont été incluses quand même dans le gouvernement. Donc, c'était ma question. Merci. On prend une deuxième question?
si vous voulez bien. Ça sera plus facile. Peut-être qu'elles seront convergentes ou... D'autres questions, non? Oui, très bien, allez-y. Oui, bonjour, merci. Je voudrais savoir, l'EI, c'est combien de personnes, combien de territoires et qui leur donne l'argent? L'État islamique, c'est ça? L'EI? Vous avez dit l'EI, c'est ça? Oui, très bien. Ça, c'est la question à $1 million. C'est le cas de le dire. Et en ligne, il y a une question? Oui, il y a une question en ligne. Dans certains rapports journalistiques, il y a mention de la frustration de la base populaire de Jolani à cause de ses choix de gouvernance modérés. De plus en plus de djihadistes violents s'éloignent de lui. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les risques? Ouais. Très bien. En plus, la troisième question est un peu couplable avec la première, je pense. En fait, ce qu'on a vu, la question des manuels scolaires, en fait, fait écho à d'autres choix où HTS à Idlib, maintenant le nouveau régime, en fait, on ne sait pas encore comment les appeler, les autorités provisoires les autorités de fait. Ils ont choisi ce terme-là, je ne sais pas ce que ça vaut. En général, en arabe, quand on dit Sultat al-Amr al-Waqa, c'est un peu péjoratif. Ça l'est aussi en français, je crois. Et le de facto et le provisoire peut durer parfois dans la région. Donc, ce qu'on a vu, c'est que autant à Idlib qu'après à Damas, Jolani, quand il se comporte en arbitre, il tend à se comporter en politique, au sens où il fait des arbitrages et il fait des équilibrages entre différentes pressions. Je vais donner juste un exemple, et ce sera la minute de publicité, parce qu'on a publié une longue étude là-dessus qui a été publiée juste après la prise de Damas. C'est sur comment est-ce que HTS a géré les pressions d'une partie de ses bases pour qu'il y ait une loi sur la moralité publique à Idlib. Et alors on va vraiment dans le détail, mais à mon avis, c'est très, très, très indicateur sur comment est-ce qu'il fonctionne. Je vais juste prendre ça comme exemple, et puis après, je reviens à la question de les autres composantes de la société, et notamment la société civile. En décembre 2023, ça va prendre 2-3 minutes, je vais essayer d'être court. En décembre 2023, le gouvernement du Salut à Idlib ratifie une loi sur la moralité publique. Et cette loi était en fait une réponse à une mutation sociologique en profondeur à Idlib, qui est la formation d'un vrai espace public. Depuis la trêve, le petit capital alepin qui était en gestation se réinvestit. On voit une prolifération post-Covid depuis 2022 de cafés, de restaurants, de malls. Il y a 28 malls à Idlib. Alors, ce n'est pas des gigantesques, mais c'est parfois des immeubles de plusieurs étages, etc. Jardins publics, des zoos. Et l'université se remplit. La majorité des étudiants sont des femmes. Il y en a une espèce d'espace consumériste qui va avec sa culture de marché s'établir, et ça crée des résistances conservatrices de partie de la population, hors HTS, au début, qui disent mais il faut réguler ça. On ne peut pas accepter la mixité dans ces termes-là à Idlib, et ils demandent une loi sur la moralité publique qui passe. Jolani, pendant ce temps, il était occupé à réprimer des disputes factionnelles dans son mouvement, et il n'y prend pas garde. Et pourquoi est-ce qu'il n'y prendrait garde? Je veux dire, c'est juste une loi qui demande un peu plus de normes musulmanes. Il n'y a pas de problème ontologique avec ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le truc passe. Et ensuite, en international, on est dans un syndrome post-Taliban, la fin de l'éducation des filles, la peur d'un durcissement d'une politique morale islamiste, etc.
des donateurs importants commencent à dire on va couper les fonds. Et Jolani réalise ça. Et il fait son acte d'équilibrage en se disant mais finalement, cette loi-là, je ne vais pas pouvoir me rétracter publiquement, mais enfin, on peut rassurer les donateurs, on va dire cette loi on va la geler, elle ne verra jamais le jour. Et effectivement, elle n'a jamais vu le jour. Et en fait, à un moment donné, où on voyait le spectre de la talibanisation de Hedleb, c'était le mot que j'avais entendu d'un diplomate européen, et où Jolani devenait le nouveau Molarma, en fait, si on regarde dans la pratique la position qu'il a prise, c'était beaucoup plus le nouvel Anwar Sadat. Je veux dire, une espèce de poussée populiste islamiste à sa droite. Il voit bien les coups à l'international, comme Sadat en 78, quand il y avait des vraies pressions au Parlement pour imposer un code pénal inspiré de la charia. Lui veut s'ouvrir ça les Américains. Il voit bien que ça ne marche pas. Et finalement, il gèle la loi, elle passe dans les archives du Parlement et puis personne n'en parle. En fait, Jolani s'est comporté de manière très classique, comme un autocrate ou un leader arabe aurait fait la même chose. On ne peut pas renier quelque chose qui est islamique, mais on peut empêcher que ça entre en fonction. Donc, c'est un peu plus que 3 minutes, ça. Capacité à être transactionnel, y compris sur les normes musulmanes. Et on l'a vu à nouveau avec les manuels d'enseignement, où la pression pour, c'est pas un très bon terme, mais islamiser les curriculums éducatifs, créer des résistances, et finalement on revient en arrière. Et c'est là où je pense que c'est hyper important de revenir sur la question de la société civile. Parce que d'un côté, on voit quand même une réaffirmation, une nouvelle visibilité d'une aile dure qui s'affirme d'un côté. Et il me semble important que, de manière organisée, il y ait aussi des nouvelles voix fortes qui s'affirment, qui représentent justement tout ce milieu qui n'est pas le milieu intuitif de la PS, les bourgeoisies damascènes, les femmes, les élites urbaines, les élites étatiques, etc. Et on les voit un peu s'affirmer. C'est un peu en ordre dispersé pour l'instant, mais je pense que c'est fondamental que ces voix-là, pour que le nouveau leadership fasse un équilibrisme dans les termes centristes, et pas que par calcul politique, s'il n'y a personne en face de voix plus dure, il bascule en quelque sorte à droite. C'est pas une très bonne image, quoi. Et alors j'avais noté une question sur la base populaire, mais je ne sais plus qu'est-ce que ça voulait dire. Et je ne veux pas l'état islamique. Dans certains rapports journalistiques, il y a mention... Ah oui, la pression des radicaux. Voilà, c'est ça. Ça rejoint ce que vous dites. C'est ça. Oui. Et en fait, ce qu'on voit... Mais là, c'est sa base directe, quoi. Alors, c'est la différence. Moi, je dirais que c'est une partie de son entourage qui a plus d'accès et sans doute moins d'influence. Et ce qu'on a vu quand même, c'est, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'au cours de la transformation de la HTS, le recentrage idéologique n'a pas été que idéologique. Ça a aussi été des rapports de force systématiques dans le mouvement, où à chaque décision qui créait des résistances, les résistances étaient gérées très souvent de manière autoritaire. Jolani, par cohésion, a contraint les radicaux au silence quand il le fallait. Quand il y a eu l'adoption des écoles de jurisprudence, quand il y a eu l'ouverture et la réconciliation avec les... réconciliation. L'organisation de dialogue et d'une ouverture sur les Druzes, de manière beaucoup plus problématique quand il y a eu l'acceptation de la trêve et de la présence russe sous forme de patrouille en 2020. Il n'y a pas une de ces décisions qui n'a pas provoqué une résistance, et la dynamique a toujours été recentrage, répression, recentrage, répression, ce qui fait qu'à terme, le groupe de ceux qui pouvaient résister sur un agenda dur, on va dire, devenait toujours plus réduit. Mais ça, c'est Alep. Et maintenant, comment ça est-ce que les rapports de force se repositionnent maintenant? Est-ce que cette aile
dure se renforce à la faveur de la chute de Bachar, ça, je n'ai pas de réponse. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut évidemment important que les autres puissent faire porter leur voix également. Sur l'État islamique, je suis un peu désolé. Je crois que je n'aurai pas de chiffres et donc je ne gagnerai pas la question de $1 million. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que l'État islamique a extrêmement souffert dans sa capacité organisationnelle, non seulement par la perte du territoire, bien entendu, mais aussi par la pression continue que la coalition et les Kurdes ont mis sur la présence résiduelle de l'État islamique depuis 2019, mais aussi sur la tendance de l'organisation à se réaffirmer dans certaines poches, comme le sud-est de Deir ez-Zor, par exemple, où il garde une présence. Et donc, l'État islamique devient toujours plus sous pression, plus fragmenté, avec une communication toujours plus difficile entre les différentes cellules. Mais je pense ce qu'il faut rappeler en ayant dit ça, c'est que l'affaiblissement de l'État islamique est tributaire essentiellement de la pression militaire continue mise sur le mouvement dans les poches où il y a encore une présence résiduelle. Et que sans la continuation de cette pression, je pense que le risque d'une réaffirmation est très fort, notamment dans l'Est, mais aussi dans ce qu'on appelle la Balid al-Sham, donc le sud-est, le sud de l'Euphrate, le sud de Raqqa. Et là, je pense qu'à un moment donné, il y aura des choix politiques et stratégiques importants à faire. Pour l'instant, tout le monde bricole, y compris la coalition. Qu'est-ce que la coalition va faire avec les nouvelles autorités à Damas, si celle-ci s'affirme à un moment donné? D'ailleurs, Jolani le fait déjà. Il revendique le contrôle camp, des centres de détention dans le nord-est sous le contrôle des Kurdes. Et il reste... alors, il y a l'État islamique hors prison, mais aussi l'État islamique dans les prisons. 12 000 combattants. Il y a les camps qui sont quand même des foyers de radicalisation extrêmement forts. Le camp de l'Hol est de facto contrôlé par l'État islamique de l'intérieur. On parle d'un peu plus de 40 000 personnes encore dans le camp. Ils étaient plus de 70 000 il y a quelques années. Donc c'est vrai que dans un contexte où le contrôle territorial des Kurdes est quand même sévèrement contesté à la fois par le Nord, par la Turquie, mais aussi par Damas, les risques de déstabilisation dans ces zones-là sont réels. Et enfin, ce qu'on a vu partout ailleurs, c'est que dès qu'un contrôle étatique s'affaiblit, qu'une pression militaire diminue, l'État islamique revient. Et voilà. Donc, je pense que si on n'a pas beaucoup parlé de l'État islamique aujourd'hui, je pense que malheureusement, on risque d'en reparler dans les mois qui viennent. Triste conclusion. Bien, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. J'en sais beaucoup plus.